Voilà, donc nous allons aborder la deuxième partie du chapitre 3-4 sur la digestion donc des aliments en nutriments. Dans la première vidéo, nous avons vu les actions mécaniques de la digestion. On va maintenant s'intéresser ici au phénomène enzymatique de la digestion. Donc c'est une des parties un peu plus complexes du chapitre, puisqu'en fait c'est pour l'ensemble d'entre vous, c'est récent, c'est nouveau. Alors tout d'abord, la première chose que vous devez apprendre par cœur, c'est que toutes les enzymes sont de nature protéique, c'est-à-dire des polymères faits composés d'acides aminés sous forme de chaînes. Et surtout, leur propriété, c'est que ces enzymes catalysent des réactions chimiques. Alors le mot qui est peut-être nouveau ici, c'est catalyse. Donc justement, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un catalyseur? Alors que ce soit une enzyme ou un autre catalyseur, de façon générale. Alors, je vais vous l'expliquer à partir de diaporamas, enfin de diapos, pardon, mais qui ne sont pas dans votre cours. Alors, on va prendre une réaction biochimique, donc une molécule A qui réagit avec une molécule B pour donner une molécule C et une molécule D. Donc, à gauche, c'est le point de départ de la réaction et à la fin, c'est ce qu'on obtient. Cette réaction chimique se fait, on va dire, toute seule dans la nature. On dit qu'elle est spontanée, avec une vitesse qu'on va appeler V1, d'accord, que l'on met au niveau de la flèche. Le problème, c'est que cette vitesse V1 est très lente, d'accord. Donc, si on veut augmenter en chimie la vitesse d'une réaction, la plupart du temps, on va chauffer. Or, les enzymes sont présentes dans notre corps, et notre corps doit rester à 37 degrés. Donc, on ne peut pas augmenter la température. Donc, pour accélérer une réaction, on va donc utiliser des enzymes. Et donc, si on ajoute une enzyme dans le milieu réactionnel où il y a donc la molécule A et la molécule B, donc soit in vitro dans un tube en expérience ou dans nos propres cellules, la même réaction va se faire beaucoup plus rapidement, non plus avec la vitesse V1, mais la vitesse V2, que je mets ici en bleu, qui est largement, très largement supérieure à V1. Alors à titre indicatif, cette vitesse peut être 1 million de fois plus élevée que V1. C'est-à-dire que lorsqu'on met une enzyme, la réaction chimique se fait 1 million de fois plus vite. Donc finalement, un catalyseur, ça accélère une réaction chimique qui se fait déjà toute seule, mais beaucoup trop lente. Alors maintenant, comment travaillent ou fonctionnent les enzymes? Pour le savoir, donc j'ai trouvé une petite illustration, donc en anglais, mais les termes sont faciles à comprendre. Donc on a notre enzyme ici en violet. Vous avez ici une cavité qui a une forme très particulière qu'on appelle le site actif. D'accord? C'est une poche, si vous voulez, dans la structure de l'enzyme. Et en dessous, on a le substrat. Le substrat, c'est la molécule que va fixer l'enzyme. Et si on regarde bien la forme du substrat, en haut surtout, on voit bien que la forme du substrat est complémentaire de celle du site actif de l'enzyme. D'accord? Ici, on voit bien que cette forme ronde correspond ici et la forme triangulaire correspond à cette partie-là de l'enzyme. Donc tout naturellement, l'enzyme va reconnaître et fixer ce substrat. Vous voyez ici, le substrat est bien fixé. Donc là, on parle, comme les deux sont bien liés, on parle de complexe enzyme-substrat. Une fois que l'enzyme a bien fixé son substrat, elle va le modifier, le transformer, le couper. D'accord? Ça va dépendre des enzymes. Donc vous voyez que là, une fois que le substrat est modifié, on ne l'appelle plus substrat, on l'appelle produit. Donc là, pour que le schéma soit plus simple, on a gardé à peu près la même forme, mais la suite du schéma va bien vous montrer justement ces produits-là. C'est que l'enzyme, une fois qu'elle a catalysé sa réaction, une fois qu'elle a transformé son substrat, elle va donc se dissocier des produits qu'elle vient de former. Et donc là, on libère deux produits différents. Donc cette enzyme a coupé le substrat de départ en deux petites molécules qu'on appelle des produits. Donc voilà comment fonctionnent les enzymes en général. Alors dans votre cours, vous avez donc le document 3 qui est donc le schéma d'une réaction catalysée par une enzyme. On retrouve la même chose. Donc ici l'enzyme en orange, son site actif avec des deux formes arrondies, son substrat qui lui est spécifique, vous voyez que là les deux formes sont bien complémentaires du site actif de l'enzyme. Donc le substrat va se fixer ici sur l'enzyme et on voit aussi une petite étoile ici qui indique que le complexe, une fois que le complexe enzyme-substrat est formé,
il y a donc réaction enzymatique. Et ensuite, on voit ici que l'enzyme libère les produits et à la fin, on retrouve l'enzyme intacte. Et là, vous voyez qu'en fait, l'enzyme, une fois qu'elle a libéré les produits, elle peut recommencer, c'est-à-dire fixer à nouveau un substrat, le transformer, libérer deux produits, et ainsi de suite. D'accord? L'enzyme reste intacte à la fin de sa réaction. Alors, on va détailler ce schéma. Donc, l'étape 1, c'est l'étape de fixation de la molécule de substrat sur l'enzyme. Donc là, sur le site actif, qu'on va abréger ensuite SA en majuscule. Pourquoi la fixation est possible? C'est que justement, il y a des formes complémentaires. On parle également d'analogie clé-serrure. Hein. Quand on va ouvrir une serrure, il faut que la clé ait exactement la forme complémentaire de la serrure. Des fois, à vue d'œil, comme ça, on pourrait penser qu'une clé pourrait ouvrir une serrure. Mais en fait, il y a un tout petit détail qui change. Et en fait, on ne peut pas ouvrir la porte. D'accord? Donc là, il faut que ce soit vraiment parfaitement complémentaire. Et donc, comme c'est complémentaire, il y a donc reconnaissance spécifique. Ça veut dire qu'une enzyme ne peut pas fixer un autre substrat. On le verra tout à l'heure. Donc là, si l'enzyme fixe le substrat, on forme le complexe enzyme-substrat. Donc c'est ce qui est ici en haut à droite. Alors il manque le T, hein, parce que quand j'ai renié un petit peu la figure, donc sur votre cours, rajoutez ici le T. Étape numéro 2, c'est donc la réaction de catalyse. Le substrat est transformé en produit. Donc vous voyez, cette petite flamme ici indique qu'il y a une réaction qui se forme et donc il va y avoir une coupure ici entre les deux morceaux du substrat. Donc là, une fois que le substrat est coupé, transformé, on ne parle plus de substrat mais de produit. L'étape 3, donc c'est la séparation du ou des produits et de l'enzyme, pardon. C'est donc l'étape de dissociation, donc les produits vont se séparer. Et l'enzyme est intacte en fin de réaction, je vous l'ai dit, donc elle peut recommencer, fixer un substrat, le modifier et ainsi de suite. Donc ce que vous devez retenir, c'est que les enzymes sont des catalyseurs biologiques. Donc catalyseurs biologiques parce qu'on les retrouve dans notre corps, dans nos cellules. Donc ce sont également des biocatalyseurs. On peut transformer ces deux mots-là en un seul. Donc ils sont présents dans l'organisme, c'est-à-dire, alors ça c'est très important, on l'a expliqué tout à l'heure, donc surlignez bien dans votre cours, les enzymes accélèrent les vitesses des réactions chimiques. Ce sont des accélérateurs, d'accord? Ils sont présents, la vitesse est très rapide, ils sont absents. La réaction se fait toujours, mais très lentement. Et en plus, on vient de le dire, elles sont spécifiques de leur substrat. Et en plus, elles sont spécifiques de la réaction. C'est-à-dire que si elles sont spécialisées dans le découpage d'une certaine liaison, elles ne pourront pas couper d'autres liaisons. D'accord? Alors justement, que veut dire cette spécialité, cette spécificité de substrat pour une enzyme? Je vais vous montrer aussi à partir d'une illustration que vous n'avez pas non plus dans votre cours, mais c'est là pour vous faire comprendre. Donc vous avez ici à gauche une enzyme spécifique en bleu. On a ici 3 substrats possibles. Alors le site actif, vous voyez, il a une forme avec 3 triangles, d'accord? Donc là, on présente à cette enzyme 3 substrats différents, c'est-à-dire des molécules que l'on veut transformer. On a les matières grasses, on a les protéines et les sucres. Et on voit que d'après leur forme, ici, on voit bien que seules les matières grasses ont la forme complémentaire au site actif. Donc seules les matières grasses correspondent à un substrat cible compatible qui va pouvoir se fixer sur le site actif. D'accord? Donc la spécificité d'une enzyme, elle ne peut reconnaître et fixer que la molécule de lipide. Donc si c'est une enzyme qui fixe les lipides et qui les dégrade, on appelle ça une lipase. D'accord? Une enzyme qui dégrade les lipides. Alors j'ai remis ici justement la réaction de catalyse. Donc là, cette enzyme, son site actif, la molécule de matière grasse, elle va donc fixer cette molécule. Alors quand elle est fixée, elle peut encore se détacher, d'accord? Tant que le substrat n'est pas encore modifié, elle peut le libérer. Par contre, vous voyez, il y a 3 flèches pour indiquer qu'elle va le transformer, elle va le couper en 3 parties. Une fois qu'il est coupé en 3 parties, on voit bien que là, on n'a plus la forme verte, on n'a plus la forme initiale, on a du bleu, du rose et du jaune. C'est pour dire que la molécule est déjà transformée. Ce qui veut dire qu'on n'est plus ici sous forme de substrat, mais de produit. Et là, à partir de là, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, une fois que l'enzyme a synthétisé ses produits, elle va se dissocier. Donc là, elle va libérer ces 3 molécules. D'accord? Donc ça, c'est très important à reconnaître et à connaître. Alors justement,
D'après la forme des protéines, est-ce que vous avez une petite idée de la forme que pourrait avoir le site actif d'une protéase? La protéase, c'est une enzyme qui digère les protéines. Donc, qu'est-ce que je dois modifier au niveau de la forme de cette enzyme pour pouvoir fixer une protéine? Alors, je pense que vous avez trouvé, hein, c'est la forme du site actif. Et il ne faut plus le représenter avec les formes triangulaires, mais ici plutôt un site arrondi qui serait complémentaire de cette forme-là. Quelle serait la forme du site actif d'une glucidase? Donc une glucidase, c'est une enzyme qui dégrade les sucres, donc elle va fixer ce substrat-là. Donc vous voyez que la forme du sucre, il y a plein de piquants, comme ça, plein de petits triangles. Donc il faut aussi prévoir au niveau du site actif, donc un site en forme arrondie, mais tout autour du rond, vous avez en fait ces triangles-là, qui permettent donc la fixation du sucre. Donc à chaque fois que vous changez de substrat, l'enzyme est différente, et donc avec un site différent et une action différente. Alors pour la digestion, les enzymes sont toutes des hydrolases, c'est-à-dire des enzymes qui catalysent des réactions d'hydrolyse. Donc hydro c'est eau, lyse destruction. Et dans ce cas-là, l'eau intervient comme réactif chimique. Donc l'enzyme va agir sur la coupure de liaison, mais l'eau va l'aider. D'accord? L'eau est un réactif qui va aider l'enzyme à faire son action. Donc vous avez dans votre cours un endroit pour écrire l'équation générale de la réaction d'hydrolyse, vous avez un cadre. On va commencer par écrire la partie de gauche, c'est-à-dire ce que l'on met ensemble, et à droite de la flèche, on va mettre ce qu'on obtient. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que quelle que soit l'enzyme, la molécule qu'elle va fixer s'appelle un substrat, d'accord, qu'on abrège S. On lui rajoute de l'eau, puisque c'est une hydrolase. On rajoute donc une flèche pour indiquer que ce substrat va être transformé. Donc au-dessus de la flèche, on doit écrire l'enzyme. Et dans ce cas-là, c'est une hydrolase. D'accord? Donc je mets bien ici hydrolase parce que je mets de l'eau ici comme réactif. Hein, d'accord? Ce n'est pas le cas de toutes les enzymes. C'est le cas des enzymes digestives, d'accord? Mais ce n'est pas le cas de toutes nos enzymes cellulaires. Et on obtient un ou plusieurs produits. D'accord? Donc pensez au petit schéma de départ avec notre enzyme avec ses ailes ici hein, qui fixait un substrat, libérait deux produits. Ça c'est une réaction à apprendre par cœur. D'accord? Et savoir que hydrolase, c'est une enzyme qui coupe des molécules grâce à de l'eau. Et on forme des produits à partir d'un substrat. Alors vous avez aussi le schéma récapitulatif de la spécificité d'action des enzymes digestives qu'on appelle les hydrolases. Donc là c'est un document aussi complémentaire. Donc un exemple, lactose, c'est un dioside, donc un oside fait de deux cycles, donc c'est bien un dioside. Or on veut séparer ces deux oses hein, qui font le lactose. Donc on rajoute, comme on l'a dit, à une enzyme plus de l'eau. Et vous voyez ici, l'enzyme qui dégrade le lactose s'appelle la lactase. On en reparlera d'ailleurs. Hein. Donc là, vous voyez que le lactose se fixe parfaitement sur cette enzyme. Ici, on a une flèche qui indique que l'enzyme va couper cette liaison entre les deux oses. C'est ce qu'on appelle la réaction d'hydrolyse. Et grâce à l'action de cette lactase, la lactase va ensuite, une fois qu'elle aura coupé cette liaison, libérer du galactose et du glucose, qui sont deux monomères, qui vont ensuite être consommés par notre cellule. Donc là, je pense que vous avez compris le principe. C'est la même chose pour l'amidon. L'amidon, c'est une grosse molécule. Donc l'enzyme ne va pas pouvoir fixer toute la molécule, elle va fixer des parties d'amidon. Donc là, on rajoute également une enzyme et de l'eau. Vous voyez que l'enzyme qui dégrade l'amidon s'appelle l'amylase. On en a par exemple dans la bouche, hein, au niveau de la salive. Toujours la flèche qui indique à quel endroit on coupe. Et là, lorsqu'on coupe et qu'on obtient, donc on hydrolyse l'amidon en petites molécules, on coupe toutes les deux liaisons et on obtient des diosides qu'on appelle du maltose. Donc le maltose, c'est deux glucoses reliés entre eux. Ensuite, on a donc l'autre molécule, la cellulose. Donc là, c'est aussi une grosse molécule à laquelle on ajoute une enzyme et de l'eau. Donc là, on voit bien, c'était l'expérience, hein, justement, on veut montrer, est-ce que l'amylase qui coupe l'amidon, est-ce qu'elle est capable de couper la cellulose qui est quand même une molécule qui est également faite de beaucoup de glucose. Mais si on regarde bien, là vous avez des petits groupements chimiques qui sont tous en haut,
alors qu'ici on en a un en bas, un en haut, en bas, en haut. Donc finalement, le fait d'avoir des groupements placés différemment, même si c'est du glucose, mais qui est en fait inversé une fois sur deux, l'amylase ne reconnaît pas comme elle l'a fait pour l'amidon. Donc comme elle ne le reconnaît pas, elle ne le fixe pas, donc elle ne peut pas former de complexe enzyme-substrat. Et s'il n'y a pas de complexe enzyme-substrat, l'enzyme ne peut pas couper la cellulose. C'est d'ailleurs pourquoi notre corps n'a pas d'enzyme qui coupe la cellulose. Donc la cellulose, c'est ce qu'on retrouve dans les fibres alimentaires. Et donc comme notre corps n'a pas les enzymes qui dégradent la cellulose, ces fibres alimentaires, on les rejette dans nos selles telles quelles, c'est-à-dire que sans les avoir digérées. D'accord ? Alors, justement, vous l'avez remarqué avec l'exemple de spécificité juste avant, la nomenclature, il y a des règles d'écriture pour le nom des enzymes. Donc le nom d'une enzyme commence très souvent par le nom du substrat, c'est-à-dire la molécule qu'elle va fixer et transformer. Et se termine la plupart du temps, d'accord ? Ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps par le suffixe ase. Donc notez-le bien dans votre cours, surlignez bien. Quand vous avez une molécule qui termine par ase, surtout quand on est dans des expériences digestives, il y a de fortes chances que ce soit une enzyme. D'accord ? Alors, des exemples de noms, on a l'amylase, celle qui dégrade l'amidon, la lactase qui dégrade, donc on coupe en deux, hein, c'est le lactose, la saccharase qui dégrade le saccharose, les protéases qui dégradent les protéines, les lipases, les lipides, etc. Alors, les enzymes sont actives dans des conditions spécifiques. Donc, dans notre corps, nos enzymes digestives ne sont pas toujours efficaces, d'accord ? Il faut parfois les activer. Alors, ce qui les active, c'est la température. Il faut que les enzymes soient à une bonne température et il faut aussi qu'elles soient dans des bonnes conditions de pH. D'accord ? Donc, notez bien dans votre cours. Alors, on dit que les enzymes ont des conditions donc, spécifiques de température et de pH. Ça veut dire que toutes les enzymes ont des pH et des températures d'activité qui peuvent être différentes. Donc je l'ai mis à côté, vous pouvez surligner aussi, hein. Chaque enzyme possède des conditions optimales, c'est-à-dire que le pH optimal, qu'on écrit donc pHO, donc le pH optimal, ou la température optimale, qu'on écrit donc T, un T majuscule, avec un O minuscule. Le pH optimal a un pH avec un petit O en indice. Donc chaque enzyme a son pH optimal, sa température optimale. C'est en fait dans ces deux conditions-là que l'enzyme fonctionne le mieux. C'est-à-dire que ce sont à ces deux conditions-là qu'elles vont accélérer au maximum la réaction chimique. Alors, évidemment, on les connaît maintenant, ces pH haut et ces températures optimales, mais évidemment, comment on peut les déterminer? Donc ça, on l'a vu en activité. Une expérience toute simple, c'est qu'on prend 3 tubes, on peut en prendre plus évidemment, mais pour l'illustration ça suffit, 3 tubes à essai dans lesquels on met notre enzyme, on lui met son substrat, et comme on veut tester par exemple le pH, on va donc mettre l'enzyme avec un pH 1, par exemple un pH 2, enfin un pH égale 2, un autre pH différent, et un troisième pH. Et on peut remarquer que pour les trois, si on veut changer le pH, il ne faut surtout pas changer la température, puisque si on change le pH et la température, s'il y a une activité différente, on ne saura pas si c'est la température ou le pH qui influence. Donc là, si on veut changer, on veut connaître le pH optimal, on ne change pas la température. Et ensuite, on laisse évidemment le temps de réaction, et à la fin de la réaction, on mesure la quantité de produit. Ça veut dire que dans le tube, on va prélever un petit peu du tube et on va tester la quantité de produit. Et évidemment, si la quantité de produit augmente, ça veut dire que l'enzyme a bien transformé le substrat en produit, ça veut dire que l'enzyme était active. Et si l'enzyme était active, ça veut dire qu'elle était dans les bonnes conditions. D'accord ? Alors ça c'est pour le pH optimal, mais on fait évidemment la même chose pour la température optimale, sauf que là dans le tube on met toujours notre enzyme, le substrat, sauf que là on veut étudier la température, donc on change 3 températures, mais on garde le même pH. Donc même argumentation que tout à l'heure, on ne peut pas changer 2 critères en même temps. La même chose, on laisse un certain temps et on mesure la quantité de produit formé dans les 3 tubes. Et là, pareil, plus la quantité de produit augmente dans un tube, on sait que l'activité enzymatique est plus importante, ce qui veut dire que la condition de température qui a été testée est la meilleure. Donc ça, on l'a vu en activité, hein, d'accord ?
Donc reprendre l'activité sur la digestion, sur les conditions de digestion enzymatique. Alors justement, dans votre cours, vous avez des graphiques qui montrent l'influence de la température et du pH sur l'activité des enzymes. Donc le premier, vous avez ici, au niveau de l'ordonnée, l'activité enzymatique. Donc là, aucune activité, là, activité maximale. Et ici, on va changer la température. Donc on teste notre enzyme, on la met à 0 degré. On voit bien que l'activité est quasiment nulle. On chauffe un petit peu à 10 degrés. On voit bien que l'activité augmente, jusqu'à une température de 40. Et après, si on va à 45, 50 et là 60, 62, à 63 degrés dans notre corps, cette enzyme-là n'est plus du tout active. Donc grâce à ce graphique, on voit bien que l'activité est maximale ici, on a le pic d'activité à une température de 40 degrés. Donc ce qu'on appelle la température optimale. Même graphique pour le pH, on voit bien qu'ici à pH 4, il n'y a pas du tout d'activité enzymatique. Elle commence à être active vers 4,7, 4,8. Ça augmente progressivement et ensuite, lorsqu'on dépasse 8, l'activité diminue à nouveau pour être nulle aussi à 11. Et on voit bien que là, l'activité est maximale pour un pH de 8. Donc, conclusion pour cette enzyme testée, on peut voir que cette enzyme fonctionne, est efficace à son maximum vraiment, à une température optimale de 40 degrés et un pH optimal de 8 degrés. Donc ça, c'est une enzyme bien particulière, mais évidemment, les différentes enzymes ont des conditions d'activité différentes. Par exemple, il y a des enzymes dans l'estomac, et on sait que dans l'estomac, on produit de l'acide chlorhydrique, on le verra d'ailleurs en fin de chapitre. Cet acide chlorhydrique entraîne un pH de 2. Et pourtant, malgré ce pH très acide, il y a des enzymes qui sont actives à ce pH. D'accord ? Donc il y a des enzymes qui ont un pH optimal de 2. A l'inverse, il y a dans notre corps des pH alcalins. D'accord ? Et donc il y a des enzymes qui sont efficaces à des pH de 11, de 10 et 11. D'accord ? Donc évidemment, la majorité, c'est à pH 37, à pH 8, 7, 8, et à température de 37, qui est la température corporelle. Alors attention, justement, on vient de parler de température. On a vu tout à l'heure, on a commencé par ça, que les enzymes étaient de nature protéique. Or, les protéines, quand on les chauffe trop, en fait, elles vont s'agiter. Les acides aminés vont s'agiter, ils vont s'écarter les uns des autres, ils vont donc s'étirer et ils vont perdre en fait leur forme dans l'espace. Donc je vous ai montré qu'une protéine, c'était en fait dans les 3 dimensions, comme une pelote de laine. Et quand on les chauffe trop, ou quand on change le pH, ces pelotes de laine vont se déplier. Et quand elles se déplient, elles vont perdre leur fonction. Donc justement, elles sont de nature protéique, donc quand les enzymes sont dans des conditions défavorables de température et de pH, elles changent de forme, c'est-à-dire de conformation. Et si elles changent de forme, elles vont perdre leur fonction catalytique, c'est-à-dire que si vous mettez une enzyme qui a été chauffée trop, qui a été trop chauffée, dans un tube, vous verrez qu'il n'y aura aucune réaction. Alors comment on appelle justement ce phénomène lorsque la protéine change de forme et lorsqu'elle perd son activité? C'est ce qu'on appelle la dénaturation. Donc notez bien, surlignez bien, c'est un terme très important. Changement de forme, perte de sa fonction. Alors cette dénaturation est réversible, c'est-à-dire que si on la remet dans des bonnes conditions de température de pH, elle va retrouver son activité. Alors justement, vous avez ici un document 5 du cours qui montre le schéma du phénomène de dénaturation d'une protéine, donc ici une enzyme. Donc on va prendre dans l'ordre. À gauche ici, vous avez donc cette fameuse pelote, cette chaîne qui est un ruban qui s'enroule en formant des hélices, etc. Donc ça, c'est une protéine qui a la bonne forme, si vous voulez, la bonne forme de l'espace, la bonne conformation. C'est une protéine qui est repliée sur elle-même. D'accord ? Donc celle-ci, elle est active. Par contre, quand on va chauffer, donc on va aller à 60 degrés, déjà à 60 degrés, c'est déjà assez rapide, ce qu'on appelle la dénaturation. Vous voyez que cette protéine va se déplier, il n'y aura plus d'hélice, ça va être un ruban relativement étiré. Donc là, quand elle a changé de forme, c'est bien noté ici, elle est dénaturée, elle est non fonctionnelle. D'accord ? Et si on refroidit, la protéine se replie à nouveau. D'accord ? Un peu comme un ressort. Pensez à une pelote qu'on va enrouler ou dérouler. Et donc lorsqu'elle est bien compacte, bien pliée, elle est active. Quand elle est dépliée, elle est inactive. Donc elle est dénaturée. Ça, c'est un schéma qu'il faut bien comprendre. Évidemment, on a vu que l'enzyme était efficace quand elle avait un site actif. Donc imaginez ici le site actif, c'est l'endroit où le substrat se fixe.
On voit bien le site actif ici. Par contre, on ne le voit plus ici. Vous voyez que c'est vraiment dans n'importe quel sens, donc il n'y a plus de site actif. Donc une enzyme qui n'a plus de site actif ne peut plus fixer son substrat. Et si elle ne peut plus le fixer, elle ne peut plus le transformer. D'accord ? Alors, vous avez un document 6 qui vous montre justement les conséquences de la dénaturation d'une enzyme. C'est ce que je viens de dire. C'est que l'enzyme ici, vous voyez, elle est repliée dans l'espace. On ne voit pas, il faut imaginer ça en 3 dimensions. Mais on voit bien qu'elle a un site actif en 3 parties, A, B et C. On voit bien que ces 3 parties sont bien complémentaires de la partie ici des 3 parties du substrat. Donc en bleu, c'est le substrat, en jaune, c'est l'enzyme. Donc là, on vous dit bien que l'enzyme est fonctionnelle avec un site actif complémentaire au substrat. Donc là, elle peut se fixer. Par contre, on la dénature, vous voyez que l'enzyme va changer de forme. Donc le site A, B et C, on ne les voit vraiment plus, d'accord ? Donc il n'y a plus du tout de complémentarité, donc le substrat est devenu incompatible avec l'enzyme, il ne peut plus se fixer, donc il n'y a plus de complexe enzyme-substrat et donc il n'y a plus de réaction enzymatique. Ça, c'est le plus simple. Vous verrez en activité, on va le faire vraiment, je vous montrerai encore dans un autre document. Voilà, donc il faut, pour qu'elle soit active, une enzyme doit avoir le site actif complémentaire du substrat. Dès qu'elle change de forme, son substrat change de forme, elle n'est plus active. Donc notez-le en dessous de votre cours, pour résumer, on va dire en français. À gauche, l'enzyme active, elle est fonctionnelle, avec un site complémentaire à la forme du substrat. Vous avez la place en dessous, notez-le. Alors qu'à droite, on a donc une enzyme inactive, entre parenthèses dénaturée, donc non fonctionnelle, avec un site actif non compatible, ça veut dire non complémentaire à la forme du substrat. Après, vous pouvez la représenter différemment, votre enzyme, d'accord ? On peut faire quelque chose de très très simple. On peut juste faire un site actif en forme de triangle et un substrat en forme de triangle, d'accord ? Et si on veut dessiner une enzyme dénaturée, au lieu de faire le site actif en triangle, on fait un site actif en rond, d'accord ? Quelque chose de très très simple suffit pour expliquer cette notion de dénaturation et de perte d'activité. Donc il est évident que dans une cellule, le pH et la température ne doivent pas changer. Ce sont des critères qui doivent rester constants, d'accord, pour vraiment garder ces conditions optimales d'action enzymatique. Alors ensuite, on a les tableaux qui résument donc les enzymes digestives. Donc vous devez connaître par cœur, j'ai rien mis en rouge, mais tout est à prendre par cœur ici, les 4 grandes catégories d'enzymes. Donc j'ai mis à gauche la catégorie, au milieu le substrat, donc les molécules qui sont fixées, et les produits. Donc on a les glucidases. Donc surlignez bien glucidase, on coupe en deux à glucides et ase. Donc ce sont des enzymes qui fixent les polymères glucidiques. On a vu par exemple le lactose, qui est un polymère, bon, un dimère, mais un polymère quand même. On a l'amylase qui fixe l'amidon. Et le but, c'est de libérer des glucides plus simples, notamment le glucose, le fructose, le maltose, le saccharose, qui sont des nutriments qui vont être ensuite consommés, envoyés dans le sang et consommés par vos cellules. Donc ça, on verra pour la suite. Ensuite, on a les protéases, donc vous coupez le mot en deux ici, donc proté pour protéines et ase pour enzymes. Donc ce sont des enzymes qui fixent soit des peptides, soit des protéines. Et l'objectif, c'est de couper les liaisons peptidiques pour obtenir des peptides plus petits. Et l'idéal, c'est vraiment d'obtenir tous les monomères. Donc vous vous souvenez les petits ronds qui forment des chaînes pour former des protéines. L'idéal, c'est de récupérer chaque acide aminé bien séparément, qui puisse ensuite être utilisé pour la synthèse des protéines. Les lipases, on l'a vu, donc vous coupez en deux aussi lip pour lipides et ase pour enzymes. Donc là, ce sont les enzymes qui fixent les lipides, notamment celles qu'on vous demande de bien connaître, ce sont les triglycérides. Et lorsque l'enzyme agit, elle libère un glycérol et 3 acides gras. Vous vous souvenez, le E, et sur chaque barre du E, on fixait un petit zigzag comme ceci, l'acide gras. Donc là, l'objectif de la lipase, c'est de couper la liaison entre le glycérol et chaque acide gras. Donc on libère un seul glycérol et 3 acides gras. Et enfin, donc on a des enzymes qui dégradent, donc désoxyribonucléases, qui dégradent l'ADN ou l'ARN. Donc ça, c'est limite, vous verrez ça plus tard en terminale. Donc ce sont des longues chaînes qui sont formées de nucléotides. L'objectif, c'est de récupérer ces petits monomères qu'on appelle justement les nucléotides.
Ça, c'est un tableau à apprendre par cœur. D'accord? Donc mettez un repère. C'est très très important. On le verra sous forme de schéma quand on fera la digestion dans le chapitre suivant. Ensuite, ça c'est un document annexe, donc ne pas apprendre par cœur mais à comprendre. Là, ce sont les principales enzymes digestives. Donc là, je vous donne des exemples bien précis avec des glandes ou les organes qui les sécrètent. Par exemple, la glucidase se trouve dans la salive, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la première enzyme que l'on a dans la salive, c'est l'amylase salivaire. Elle dégrade l'amidon. Donc l'expérience que vous pouvez faire, c'est vous prenez un morceau de pain, vous le mâchez, au départ ça n'a pas de goût, et si vous le mâchez très longtemps, vous commencez à avoir un goût sucré. D'accord? Donc ce goût sucré, c'est dû à la libération de maltose. Ce sont donc des petits dimères glucidiques qui ont un pouvoir sucrant, euh, en fait, qui ont un goût sucré et qu'on forme dès que l'on mastique et qu'on mélange justement avec la salive. Ensuite, on a des enzymes dans l'estomac. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ces sécrétions gastriques possèdent de l'acide chlorhydrique. Donc le pH est entre 2 et 3. Donc les enzymes qu'on retrouve dans les sécrétions gastriques, ce sont les protéases, donc celles qui dégradent les protéines. Donc un exemple, alors la pepsine, c'est un exemple d'enzyme qui dégrade les protéines, on le voit dans l'activité. Vous voyez que là, c'est une exception. La pepsine est une enzyme, pourtant elle ne se termine pas par ase. Donc pepsine, on retrouve peptide, c'est une enzyme qui dégrade les protéines et les peptides. Ensuite, on a des enzymes également dans les sécrétions pancréatiques. Donc là, le pH est entre 7,5 et 8. Là, vous voyez que les sécrétions pancréatiques sont très riches en enzymes, puisqu'en fait, elles y sont toutes représentées. Celles qui dégradent les glucides, celles qui dégradent les protéines, les lipides, les ARN et les ADN. Donc là, je vous ai mis des exemples. Par exemple, dans le pancréas, on a une amylase également, la même que celle qui a la même action que celle qui est dans la bouche, sauf que là, elle est sécrétée par le pancréas et non plus par les glandes salivaires. Donc le même principe, c'est de dégrader l'amidon en maltose. Les protéases, il y en a plein, ça dépend des protéines qu'on veut dégrader, donc la trypsine, chymotrypsine. Vous voyez que là, les deux-là ne se terminent pas par ase. Le point commun dégrade donc les protéines. Les lipases, donc la lipase pancréatique, on en reparlera, elle dégrade donc les triglycérides en glycérol et acides gras. Et ensuite, les ARN et ADN sont dégradés en nucléotides, qui sont les mêmes monomères. On verra avec une toute petite lettre qui change entre les deux. Voilà, donc c'est plutôt pour vous donner des indices. Vous voyez que les sécrétions pancréatiques sont vraiment riches en enzymes de catégories très différentes. Elles sont toutes représentées. Alors qu'on a vu précédemment, l'estomac, il n'y a que des protéases, la salive que des glucidases. D'accord ? Ensuite, dans la muqueuse intestinale, il y a des protéases et des glucidases. Donc là, c'est dans la membrane plasmique des entérocytes. Donc là, c'est des peptidases. Donc là, le but de l'intestin, c'est de terminer la digestion. Donc elle n'agit plus sur les protéines, mais sur les petits peptides qui ont été produits avant. Donc là, on n'obtient plus que des acides aminés, donc les monomères. La maltase dégrade le maltose pour aboutir à du glucose, qui est le monomère le plus simple. La lactase va dégrader le lactose en glucose et galactose, qui sont également que des monomères, et la saccharase en saccharose, qui va dégrader le saccharose en glucose et fructose. Donc là, vous voyez qu'il n'y a que des monomères, c'est-à-dire que la digestion se termine au niveau de l'intestin grêle, et donc une fois que l'intestin grêle a terminé la digestion, on n'a plus que des toutes petites molécules qu'on appelle les nutriments, donc ce sont les monomères. Donc c'est cela que vous devez connaître, acides aminés, glucose et justement, il y a acide gras et glycérol juste avant. Ensuite, justement, un document 8. Donc là, je vais essayer de vous renvoyer à un document justement on va l'ouvrir. Je ne sais pas si ça va s'ouvrir directement depuis... ça devrait s'ouvrir. Voilà. Alors, on va l'augmenter déjà. Voilà, ici. Je vais fermer ici. Et on va fermer ici. Voilà. Donc ce document, vous l'avez aussi dans votre cours. Je n'ai pas pu le mettre dans le diaporama puisque c'était un peu trop gros. Ce qui est important ici, c'est que vous avez en haut les catégories de molécules. Donc les ions, les vitamines, on a dit qu'elles étaient trop petites. Donc vous voyez qu'elles passent directement, donc elles sont tout de suite absorbées. Et ensuite, vous avez les différentes étapes. Donc salive, estomac,
avec l'action de la bile, suc pancréatique et ensuite le suc intestinal. Donc vous allez voir que les molécules, selon leur catégorie, ne vont pas être digérées de la même façon. Donc les glucides, donc les molécules complexes qu'on a ici, vont être dégradées en premier. Donc dès qu'on s'arrête ici, c'est qu'il y a une action. Donc les glucides vont être digérés tout d'abord au niveau de la bouche grâce à la salive, et notamment à l'amylase. Ensuite, ils vont passer l'estomac, ils ne vont pas être digérés. La bile n'a aucune action sur eux. Par contre, lorsqu'ils vont arriver au niveau du duodénum, vous vous souvenez, le suc pancréatique va être déversé au niveau de ce duodénum. Et dans ce duodénum, dans ce suc gastrique, il y a de l'amylase, de la lipase et surtout donc la protéase. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est l'amylase. Vous voyez que là, on va passer de polymères à des dimères ou des molécules plus simples. Et on voit bien qu'ici, la digestion va se terminer au niveau de l'intestin. Si on part sur les protéines, donc là, vous voyez qu'on a une chaîne de protéines avec en rouge un acide aminé, en bleu, vous voyez que les couleurs différentes indiquent que ce sont des acides aminés différents. Alors dans la salive, il n'y a pas de digestion protéique, par contre la digestion des protéines commence au niveau du suc gastrique grâce à la pepsine. Donc vous voyez qu'on a coupé la protéine en 3 peptides. Ensuite, la bile n'a aucune action sur les protéines. Le suc pancréatique, lui, va continuer à dégrader. Vous voyez que les peptides, ils en font à peu près une dizaine ici. Là, ils en font entre 1, on a déjà des monomères qui sont formés, et on a des peptides entre 3 et 5. D'accord? Donc les peptides sont plus petits. Et après, donc, la digestion des peptides va se terminer dans le suc intestinal. Et on voit bien que là, ce qui arrive au niveau de l'intestin, il n'y a plus que des monomères. Vous voyez ici? Donc là, les monomères, ça veut dire qu'il n'y a que des acides aminés. Et donc ces acides aminés vont se fixer ensuite et être absorbés par les entérocytes. Si on revient au niveau des lipides, donc là on a la représentation d'un triglycéride. Il n'y a pas de digestion au niveau de la bouche ni au niveau de l'estomac. La bile a un rôle, elle va juste émulsifier les lipides, on va l'expliquer juste après, avec l'action chimique. Et la digestion des lipides se fait au niveau du duodénum grâce au suc pancréatique qui contient la lipase. Je vous ai dit, la lipase, elle est là pour décrocher les acides gras, ces petits zigzags, du glycérol qui est ici en jaune. Donc on récupère bien. Donc la digestion des lipides se fait qu'à un seul endroit, dans le duodénum, grâce à la lipase pancréatique. Donc on récupère les rectangles jaunes, c'est le glycérol, et les petits zigzags ici en orange, ce sont les acides gras. Alors c'est particulier, vous verrez que là, ces molécules ne passent pas dans le sang, mais dans la lymphe. On en parlera justement en détail. Donc ce schéma vous montre tout d'abord les étapes. Donc retenez bien que les glucides sont digérés dans la bouche et dans le duodénum grâce au suc pancréatique, les protéines dans l'estomac et dans le duodénum, alors que les lipides uniquement dans le duodénum grâce au suc pancréatique. La deuxième partie du schéma ici, c'est l'absorption, d'accord? Donc vous pouvez éventuellement mettre une petite séparation ici. Cette partie-là représente l'absorption intestinale, c'est-à-dire que les nutriments vont bien passer de la lumière intestinale vers soit le sang, donc ça c'est pour les glucides et les acides aminés, soit vers la lymphe pour les acides gras et le glycérol. Voilà, donc on reprendra, je pense, cette partie-là en classe, de toute façon, pour en faire un bilan. Alors, je vais revenir ici. Alors, là, c'est un bilan qui est différent. Donc ça, vous ne l'avez pas dans votre cours. C'est pour vous aider un petit peu pour revoir différemment. Donc, sur chaque schéma, on représentera les enzymes sous forme de petits... j'appelle ça les élèves, en général, ils appellent ça des petits Pac-Man. Donc, on a notre enzyme avec le site actif en forme de triangle. On a ici une grosse molécule et on a séparé toutes ces molécules et on obtient donc ces monomères. Donc là, c'est une protéine. Et quand on rajoute justement une enzyme, on obtient des monomères bien séparés qui sont les acides aminés. Donc une enzyme qui dégrade les protéines, ce qu'on appelle des protéases. Schéma suivant, on a changé un peu la forme de la molécule. Vous voyez qu'on a des cycles ici en forme d'hexagone. Donc là, c'est de nature plutôt glucidique. On a des enzymes qui sont changées, ils ont mis une couleur différente. Donc là, c'est un polymère glucidique qui est un oside. On va donc le digérer en monomère et on va obtenir que des oses. Donc ici, c'est du glucose.
les enzymes qui dégradent les osides ou les glucides, ce sont les glucidases. Et enfin ici, on a la représentation d'un triglycéride, ici en orange avec 3 traits bleus. Les enzymes qui sont ici en orange, spécifiques de ces molécules-là. On a donc des triglycérides au départ, on rajoute nos enzymes qui vont couper. On obtient donc du glycérol et des acides gras ici en bleu. Donc les molécules simples obtenues, c'est du glycérol et acides gras. Et les enzymes qui dégradent les lipides sont appelées donc des lipases. Donc ça, on le fera sous forme de schéma sur une feuille blanche. Vous allez vous-même faire un récapitulatif, justement, des polymères, du nom des enzymes et les monomères. D'accord? Et éventuellement les placer dans quel organe elles agissent. Voilà, donc ce chapitre-là, cette partie-là sur l'action des enzymes est terminée. Donc je sais que c'est une partie bien dense, assez complexe. Donc le cours est complété, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, n'hésitez pas à relire évidemment votre cours. Notez vos questions donc sur un papier pour me les poser quand on se voit, pour faire le bilan. N'hésitez pas à revoir aussi cette vidéo. Et si on ne se voit pas justement quand vous faites cette partie-là, envoyez-moi un mail avec vos questions. S'il faut, je peux refaire aussi une vidéo explicative. Donc n'hésitez surtout pas. D'accord ?